5, 4, 3, 2, 1, go. Alors la question de ce soir, elle concerne le bonheur, elle concerne aussi cette relation avec le théâtre d'improvisation et se demander un petit peu voilà, comment arriver à faire évoluer sa vie pour améliorer sa condition, comment faire en sorte d'avoir peut-être de meilleures relations avec les autres. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que c'est dans la relation aux autres qu'on se fabrique son propre bonheur. Et je mise dessus depuis très longtemps dans ma vie. Et je vais vous raconter aussi un peu le parcours qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, ce qui est très humble dans ce que je fais et ce que je suis, mais qui en tout cas, moi, me permet de m'accomplir pleinement pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que j'ai l'impression que ce que je fais, c'est quelque chose d'altruiste et qui permet aux autres aussi de pouvoir aller à la recherche d'eux-mêmes et de leur propre accomplissement. Donc le fait de faire ça, c'est déjà pour moi une grande source de satisfaction. Et puis je vais essayer de partager avec vous aussi comment j'ai fait pour en arriver là et arriver à ces conclusions. Alors le bonheur, la question c'est est-ce qu'il faut l'atteindre ou le décréter? Est-ce qu'il faut l'espérer ou le vouloir? Est-ce qu'il faut le conditionner ou le prioriser? Est-ce qu'il faut le générer ou le puiser? Est-ce qu'il faut en être le spéculateur ou le producteur? Ou est-ce qu'il faut en être le témoin ou l'auteur? Alors effectivement, ça pose des questions de positionnement quant aux choses. Est-ce qu'on doit les attendre ou est-ce qu'on doit les provoquer? Moi, j'ai fait mon choix par rapport à ça et j'agis en fonction de cette décision que j'ai prise à un moment dans mon existence d'être l'acteur de ma vie. Et j'avais envie avec vous de partager dès les premiers instants une référence, mais qui pour moi était déterminante. Alors, c'est un film que j'ai vu un jour quand j'étais jeune, et ce film, il y a un instant dans ce film qui m'a particulièrement interpellé et qui est resté gravé en moi comme une révélation. Ce film, c'est un film de Oliver Stone qui est sorti en 1994 et qui s'appelle Tueur né. Certains peut-être parmi vous l'ont vu. C'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille qui sont violentés dans leurs familles respectives. Ils sont amoureux et dans un acte fou d'amour et de révolte, ils assassinent leurs deux familles qui les violentent et partent sur les routes comme Bonnie and Clyde au travers des États-Unis. Et donc, c'est tout le récit de leur parcours qui est fait par le biais des médias qui les suivent. Et éperdument amoureux dans cette course fugitive, à un moment, ils s'arrêtent sur un pont au milieu d'un immense canyon et l'homme demande à la femme « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Et à ce moment-là, la jeune fille le regarde, lui dit « Mais chérie, on est juste sur un pont tous les deux, il n'y a personne pour nous marier. Je veux bien, mais là, c'est pas possible. » Et il la regarde et il lui dit une phrase qui est restée gravée pour moi comme une évidence. Cette phrase, c'est « En tant que Dieu de mon propre univers, j'ai le pouvoir de nous marier. » Et ça, le jour où j'ai entendu cette phrase, elle m'a percuté à un point phénoménal. Parce que si je suis capable d'être le Dieu de mon propre univers et que j'admets cette réalité-là, alors cet univers qui ne m'appartient qu'à moi, qui ne s'impose pas aux autres, on est bien d'accord, mais dans cet espace qui est le mien, si je suis capable d'être le Dieu de mon propre univers, alors je suis le Dieu tout-puissant de toutes les réalités que je voudrais construire. Comme en théâtre d'impro, eh bien nous sommes les dieux d'une réalité dans laquelle nous pouvons tout créer. Dans une scène d'improvisation, je peux décider de passer une porte spatio-temporelle si je l'ai décidé. Et cette porte, elle existe parce que j'y mets toute ma croyance et ma conviction. Et c'est ce qui fait que derrière, un public pourra y croire aussi. Et le parallèle, il est là en fait. C'est comment à un moment devenir le maître de sa propre existence et affirmer des choses qui vont transformer la réalité. Moi, je suis persuadé qu'en étant fort sur ses convictions et ses croyances, eh bien, on arrive à nourrir aussi une mécanique qui va changer la réalité des choses autour de nous et qui va nous permettre peut-être de nous accomplir. Il y a une deuxième scène d'un autre film qui m'avait aussi interpellé, que peut-être d'autres connaissent également, qui est le film Hook avec Robin Williams. Donc c'est ce film où il est le Peter Pan devenu grand et retourné dans sa réalité. Et puis il est appelé au secours par les enfants sauvages qui ont besoin de lui pour reprendre sa place de Peter Pan. Le problème, c'est qu'entre-temps, il est devenu adulte. Et en devenant adulte, il a perdu sa capacité à rêver et à imaginer. Il se retrouve donc présent au cœur du village des enfants sauvages. Et puis à ce moment-là, il y a cette scène de banquet où les enfants se mettent à table et se mettent à manger des plats absolument fabuleux.
Et Robin Williams, dans le rôle de Peter Pan, adulte à ce moment-là, n'arrive pas à visualiser le repas que les enfants sont en train de manger parce que ce repas est un repas imaginaire. Et donc, il fabrique cette croyance, cette réalité qui fait du repas un banquet extraordinaire tout en couleurs. Et on voit toute la détresse de Robin Williams dans le rôle de Peter Pan, qui n'arrive pas à atteindre ce degré de croyance et n'arrive pas à atteindre le banquet que les enfants sont en train de partager. Et parce qu'autour de lui, il y a une telle bienveillance et les enfants l'encouragent en lui disant « Vas-y, crois-y, crois-y, crois-y ». Et d'un seul coup, le banquet apparaît et il arrive à ce moment-là à reprendre contact avec l'enfant qu'il avait été. Et enfin, la porte s'ouvre pour que peut-être Peter Pan puisse revenir dans l'histoire et enfin jouer le rôle qu'attendent de lui les enfants du monde imaginaire. Donc voilà les deux scènes qui pour moi sont hyper importantes pour la symbolique que je viens d'expliquer. C'est qu'effectivement, la question de la croyance, la question de la décision quant à sa propre existence, elle est déterminante dans notre capacité ensuite à agir sur ce qui va se passer autour de nous. Moi, je me suis construit au travers de ces croyances et au travers de cette conviction. J'ai eu un parcours, j'ai été au catéchisme, on m'a proposé des dieux, et en fait, ils ne m'ont pas intéressé, ces dieux. Voilà. Le seul Dieu auquel j'avais envie de croire, c'était l'humain, et je crois, moi, ma croyance, c'est l'humain, c'est les humains. Voilà. Je crois en vous, je crois en moi, je crois en nous. Je pense qu'on est capable de faire des trucs formidables, et je me dis que ça a plus de chances de modifier les choses qu'un Dieu dont je n'ai jamais pu vérifier l'existence. Par contre, les actes qu'on fait, ceux-là, ils peuvent se vérifier. Et la nature des relations qu'on entretient, ça aussi, on peut en être les décisionnaires. Alors ce soir, rapidement, je vais essayer de traverser cette conférence au travers de 5 grands points. Premièrement, je vais vous parler de mon parcours et de mes expériences, de mon chemin vers cette notion de bonheur, ou en tout cas d'accomplissement. Je vais vous parler également des phénomènes, des expériences et des découvertes qui m'ont amené à acquérir des clés quant à cette compréhension-là. On va aussi parler de nos détracteurs, les cyniques, les sceptiques et autres défaitistes plus ou moins inspirés, qui viendront contredire les théories que je vous avance. Et ils ont bien raison, il en faut pour tout le monde. Et puis, quelque chose aussi qui me semble important, c'est les bénéfices réciproques et collatéraux de la présence positive, de la présence heureuse. Et effectivement, quand on parle de guerre, on se dit toujours que ça atteint des gens, mais qu'il y a aussi des dommages collatéraux. Il y a aussi des bénéfices réciproques et collatéraux. Voilà. Et donc, on va essayer d'aborder ça. Et puis enfin, on va conclure aussi par le sujet qui nous importe aussi ce soir, c'est la question de l'impro. Et l'impro, c'est la vie. Et je vous démontrerai qu'effectivement, l'impro et la vie, c'est quelque chose qui... On est dans 2 espaces où les phénomènes se rejoignent. Je vais également, dans mon discours, évoquer quelques notions que je viendrai repréciser, que sont la singularité, la considération, la sincérité, la confiance, la conviction, l'altruisme et la résistance. Je voulais aussi préciser la place où je me trouve et de quelle place je vais m'exprimer. La première place, c'est tout simplement un individu sur sa route. Je ne suis qu'un individu sur sa route qui cherche à rentrer chez lui. Et parfois, le chemin est compliqué, et parfois, il est facile. Mais soyons indulgents les uns par rapport aux autres. Ensuite, je vous parlerai d'une place aussi que je me suis fabriquée, qui est celle d'un alchimiste autodidacte de l'expérimentation sociale. Si la relation humaine est une alchimie et que l'expérimentation sociale est un espace d'expérimentation entre les gens, eh bien, moi, je me suis fait un spécialiste de cette observation et de ce phénomène. Je me placerai également en tant qu'acteur en terrain varié. Alors là, vous verrez, c'est sportif, c'est chaotique par moments, puis voilà, il y a des montées, des descentes. Et puis enfin, je vous parlerai de cette place qui est celle que j'occupe aujourd'hui, que mes camarades viennent d'occuper aussi. C'est un comédien addict et frénétique d'improvisation théâtrale. Je voulais aussi préciser avec vous que je vous parle ce soir en pleine humilité, que je suis très humble par rapport à l'impact que je produis autour de moi. Je n'ai pas d'attente, je n'ai pas d'ambition. J'essaye juste de faire en sorte que mon passage profite à tous et que dans le meilleur des cas, je n'abîme personne.
Voilà, c'est mon seul leitmotiv dans la vie, c'est d'essayer d'avancer humblement en faisant le bien autour de moi. Je ne détiens rien, je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas fait d'études, je ne suis qu'un produit de la vie qui vient témoigner devant vous de ce qu'il a pu comprendre. Je suis devant vous le résultat de mes rencontres et de mes expériences de vie. Et je viens tout simplement témoigner de ça. Et je crois que l'honnêteté, la sincérité de mon discours seront encore les meilleures armes qui m'accompagneront ce soir. Alors, comme je vous l'ai dit, le premier point, c'est mon parcours, mes expériences, mon chemin vers le bonheur, ce fameux individu sur sa route qui cherche à avancer. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant ça. Alors, qu'est-ce qui a pu dans mon parcours, poser des jalons comme ça, des choses qui sont devenues des repères pour moi. Et je me suis dit, il y a des gens, j'ai fait des rencontres. Il y a des rencontres puissantes qui ont conditionné l'être que je suis aujourd'hui. Et puis, je me suis interrogé sur mes propres figures tutélaires. Les gens comme ça, les mentors, les gens qui m'ont entouré et qui m'ont inspiré et qui m'ont permis de poser des valeurs, des principes. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été structurants. Pas pour tout, je vous rassure. Mais en tout cas, pour le champ des valeurs, ça, c'est une réalité. Voilà, j'ai eu des parents qui ont su me transmettre les notions d'humanité, les notions de bienveillance, les notions d'altruisme, d'indulgence. Alors, c'est aussi parce qu'ils m'envoyaient au caté, c'est vrai. Mais il y avait un discours universel là-dedans que j'ai acquis et pour lequel je leur suis très reconnaissant. Parce qu'il faut aussi savoir dire merci aux gens qui nous permettent d'être ce qu'on est. Et je vais vous citer quelques personnes que vous ne connaissez pas, mais ce n'est pas grave. Je vais vous parler de Roger Muller. Roger Muller, je l'ai connu, j'avais 12 ans. C'était le président d'un club d'escalade à Nîmes. Et ce monsieur-là, c'était un directeur d'école. Et puis, en fait, il faisait de l'escalade avec ses potes. Voilà, c'était une bande d'adultes qui sortaient tous les dimanches pour faire de l'escalade. Et puis, un jour, il y a un merdeux de 12 ans qui est arrivé et qui était complètement excité et qui a dit « Mais moi aussi, je vais faire de l'escalade !» C'est formidable. Et bon, j'ai d'abord commencé par me faire virer. Ils m'ont pris, puis après, ils m'ont viré. Ils m'ont dit, tu vas te calmer. Puis quand tu seras calmé, tu pourras revenir. Première leçon de vie. Et puis en fait, ce mec, eh ben, il a passé 8 ans de ma vie, de 12 à 20 ans, à me foutre au pied d'une falaise, puis à me dire, maintenant, tu montes. Et tu montes, mais je suis là. Toi, tu grimpes, et moi, je tiens ta vie. Et tu peux compter sur moi. Et à chaque fois que je doutais, à chaque fois que j'hésitais, à chaque fois que je croyais que je n'étais pas capable, eh ben, il y avait un mec pour tirer sur la corde et m'aider à monter. Alors un mec qui m'a aidé à monter autant sur la falaise que dans la vie. Alors ça a été un premier gars, vous voyez, j'avais 12 ans, j'en ai 39 cette année, et voilà, et il est resté complètement marqué dans ma tête. Il y a une autre dame qui m'a marqué, elle s'appelle Rosemée Giannini. Elle était directrice de l'internat collège de Vialas. Et donc Vialas, c'est un collège où j'étais, certains connaissent peut-être, un collège de haute réputation dans les Cévennes. Hein, c'est la sélection des 60 meilleurs élèves de la région en partant par le bas qui partent directement à Vialas. Et donc c'est une femme qui, malgré les espèces de tarés qu'elle avait dans son collège-internat, était une femme qui nous a toujours considérés avec une estime et une considération incroyable. On était tous des voyous, des bordéliques, tout ce que vous voulez, des enfants sauvages. Et elle nous voyait, elle nous appelait par nos noms de famille. Elle était très respectueuse. Et cette femme-là, eh ben, elle m'a appris ça. Le respect et 2 choses. Le respect et la franchise. Parce qu'à un moment, j'ai fait le con. Et elle a été capable de me prendre dans son bureau et de me dire des choses, non plus en tant que directrice, mais en tant qu'une femme de son âge qui s'adressait à un adulte ou à un individu en devenir. Et elle m'a parlé en toute honnêteté. Et ça m'a choqué parce que c'était la première fois pour moi qu'un adulte avec un statut pareil s'adressait à moi avec autant de franchise et autant de considération. Et la considération, vous allez voir, c'est un mot que je vais faire revenir parce que pour moi, ça a été une clé aussi dans la mise en œuvre de ce que j'ai ensuite établi. Et puis, je vais vous parler, pour terminer, de 4 bonhommes. L'un s'appelle François, l'autre Éric, l'autre Didier et le dernier Robert. C'était 4 marins
Parce qu'en 2018, j'étais tellement en vrac, j'étais tellement en train de partir en live. Et mes parents, ils étaient inquiets. Ils n'étaient pas bien, là. Ils se disaient, il va partir en live, le jeune. Et puis le jeune, en fait, à un moment, il a eu une opportunité incroyable. C'est qu'il y avait dans l'entourage, à un moment, un gars dont le métier, c'était d'être skipper sur des voiliers. Et il était skipper pour des propriétaires. Et donc, il faisait des convoyages de bateaux à travers les océans. Et il s'est trouvé que cette année-là, au mois de décembre, il manquait un équipier. Et on m'a proposé de faire partie de l'équipage, j'avais 17 ans. J'avais jamais pris la mer de ma vie. Et je me suis retrouvé projeté aux États-Unis en quelques jours pour ramener un voilier jusqu'en Europe et donc faire une transatlantique en voilier, sur un voilier de 22 mètres. Et je me suis retrouvé coincé pendant 27 jours en plein océan Atlantique avec ces 4 mecs qui n'étaient pas là pour rigoler, qui n'étaient pas là pour faire du social, qui n'étaient pas des animateurs et certainement pas des pédagogues. C'était juste des bonhommes. Et moi, j'étais un merdeux. Et 27 jours après, je commençais peut-être à ouvrir la porte de devenir un homme. Parce qu'être au contact de 4 mecs sur un bateau de 22 mètres, je vous laisse calculer, ça ne fait pas beaucoup de mètres chacun. Donc la promiscuité, elle existe. Et puis c'est des mecs, sur un bateau, on se doit la solidarité, on se doit la confiance, parce que c'est dangereux, parce qu'on peut mourir. Et ça aussi, de mettre en jeu sa vie comme ça, si jeune, et moi je croyais que j'étais confié à 4 mecs. Mais non. Parce qu'eux, ils comptaient sur moi aussi. Il fallait que je remplisse mon rôle. J'avais ma part à faire. Il fallait 5 bonhommes pour partir. Il fallait pas 4 adultes et un merdeux. Il fallait 5 bonhommes. Et à coup de pied dans le cul, je me suis fait dresser. Et je me suis fait dresser. Mais ils m'ont appris la bravoure et la solidarité. La combativité, ce truc à un moment que pour les autres, tu dois y aller. Mais la vérité, c'est que quand il y a tempête en pleine nuit, qu'il y a 20 ou 25 nœuds de vent, qu'il y a des trous de 7 mètres et qu'il faut sortir, enfiler le kawaii à 17 ans pour aller baisser les voiles avec les copains, eh ben on le fait. Et puis on gagne ses galons. Ça a été l'élément déclencheur de ma vie parce qu'en fait, ça a été mon parcours initiatique. Ça a été, vous savez, les Indiens qui partent chercher, les jeunes Indiens qu'on envoie un mois dans la forêt pour chercher leur totem. Eh ben moi, ça a été ça. Je suis pas parti dans la forêt, moi j'ai pris le bateau. Et puis, je suis parti d'un bout, j'ai traversé l'eau, puis je suis arrivé de l'autre côté, j'étais devenu un autre. J'ai rangé ma crête, j'ai rangé mon blouson, et là, j'ai dit maintenant, on va taper dans la vie. Et puis aussi, il y a eu quelque chose qui a été déterminant, et ça, c'est mon papa qui me l'a dit. Il m'a dit un jour, parce qu'il voyait bien qu'il fallait m'éclairer, il m'a dit, ne cherche pas à être dans la norme, tu n'y arriveras pas. Et puis en plus, ceux qui te le demandent sont trop normaux ou normalisés, pour être en fin de compte les propriétaires de leur propre pensée. Alors sois toi, sois singulier, tu es unique comme chacun d'entre nous et c'est ce qui nous rassemble. Et donc ce premier truc que j'ai retenu, c'est la singularité. C'est être soi pour soi. C'est pas être soi pour les autres ou en comparaison des normes. Voilà, il faut s'échapper des normes pour juste à un moment accepter d'être soi et d'être un être singulier. Et je me suis battu ensuite dans mon métier pour faire valoir la singularité des gens au détriment de la différence. Parce que la différence, elle nous oppose, elle place ce qu'il y a de différent entre nous. Et elle va faire qu'on va se reconnaître ou pas en fonction du fait qu'on est plus ou moins différent. Alors que la singularité, elle nous rend juste unique. Et comme on est unique, du coup, on peut être complémentaire. Il y a aussi du coup la question de l'authenticité qui rejoint la singularité. Être authentique, être soi-même, être singulier, c'est juste être juste vis-à-vis de soi-même. Et puis ensuite, la question de la différence et de la norme, il a fallu que je m'en échappe aussi, parce que ça, c'était le poids de ma scolarité, de mon parcours, de la vie professionnelle, qui nous appelle à rentrer dans la norme, à être toujours tel qu'on souhaite que l'on soit, que notre employeur formule des attentes vis-à-vis de nous, de ce qu'on doit être et tout ça. C'est pour ça aussi que j'ai plus de patron maintenant. Hein. C'est parce que j'en ai marre qu'on me dise comment je dois être. J'ai juste envie d'être moi. Donc déjà, ça a été un problème de régler. J'ai plus de patron. Et puis du coup, tout ça, ça a gambergé dans ma tête. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, je vais remplacer les mots et mettre d'autres mots pour expliquer une même chose, mais en lui donnant un sens nouveau, en lui fabriquant une nouvelle version. Et du coup, moi, j'étais plus différent, j'étais singulier. J'étais plus hors cadre. J'étais indépendant. J'étais plus marginal, j'étais libre penseur,
J'étais plus anormal, j'étais atypique. Et du coup, au lieu de complexer, j'avais plus qu'à me révéler. Et ça y est, les choses commençaient à changer. Donc première chose déjà, porter un nouveau regard. Rafraîchir son regard sur les choses. Vous savez, changer d'angle. Comme dans le cercle des poètes disparus, on monte sur le bureau, on regarde les choses sous un nouvel angle. Voilà, ça paraît une grande référence. Et j'en ai chialé à chaque fois que je l'ai vu. Et puis du coup, à 18 ans, je rentrais du bateau. Et puis là, j'ai pris la décision d'agir. Et du coup, j'ai choisi un métier. Alors, un peu par défaut, parce que quand on quitte l'école à 16 ans, il faut bien faire quelque chose. Et puis, je suis allé passer mon BAFA. Puis là, j'ai passé mon BAFA, je me suis retrouvé animateur de centre de loisirs. Et là, je me suis dit, mais elle est là la solution. Eh bien, le mal, on va le prendre à la racine. Et si on peut modifier la racine, alors peut-être que l'arbre, il poussera différemment. Et là, je me suis dit, en travaillant avec les gosses, là, je vais pouvoir agir sur le monde de demain. Puisque le monde d'aujourd'hui, je le subis. Autant que je sois l'acteur du monde de demain. Et là, je me suis mis à travailler avec les enfants, avec les jeunes, et j'y ai passé 20 ans de mon existence. De 17 à 37 ans, j'ai été animateur, puis coordinateur, j'ai fait d'autres choses. Mais en tout cas, c'est effectivement à partir de là que j'ai trouvé du sens à ma propre existence. Vous savez, c'est à quoi je sers, pourquoi je suis là. Ça y est, ça j'avais trouvé, et je me sentais fort de mes propres valeurs. Et à ce moment-là, ma première intention, je travaillais à Uzès à l'époque, au centre de loisirs, le refuge à Uzès. Malheureusement, il n'existe plus, c'était magnifique. Et ce centre de loisirs, c'était un centre de loisirs qui s'adressait aux gens, aux habitants de la ville d'Uzès, mais pas à la population des gens d'Uzès que vous croyez. Pas les gens qui se promènent en mangeant des huîtres et des petits verres de vin blanc le samedi matin sur le marché. Non, je vous parle des familles qui sont, vous savez, au fond du fait-tout, là, celles qu'on ne voit pas, celles qui zonent la nuit, celles qui remplissent les hôpitaux aux urgences, celles qui remplissent les hôpitaux psychiatriques, celles qui sont dans les addictions, celles qui souffrent. Voilà, les familles précarisées, les familles pauvres, les familles... Et en fait, moi, je me retrouve à 18 ans avec des gamins dont je sais très bien qu'ils ont une vie merdique. Et je me dis, si je dois servir à un truc, c'est que tous les mercredis, quand les gamins y viennent, il faut que le temps qu'ils passent, ils puissent vivre une bulle qui les échappe de leurs problèmes. Et ma seule intention, ma seule vraie intention, dès le départ, ça a été juste ça, en fait. Ça a été de fabriquer des espaces qui permettent aux gens, pour l'espace d'un instant, de pouvoir être autre chose, de pouvoir oublier leurs problèmes. Et je me suis dit après, avec le recul, que c'est peut-être à ce moment-là, et je ne le savais pas encore, que j'étais en train de créer la bulle acrylique impro. Alors voilà, j'ai passé 20 ans à bosser avec des gosses, en essayant chaque jour d'être pour au moins l'un d'entre eux, peut-être l'élément déclencheur ou le repère qui ferait que il prendrait une bonne décision, il ferait quelque chose de positif. Et j'ai toujours considéré que c'était aussi par sincérité que ça allait le faire, et parce que le regard que je portais sur eux devait réussir à les faire avancer là-dedans. Alors du coup, ça m'a permis aussi d'aller expérimenter ma chose dans plein d'endroits différents. Et je crois que ça a développé chez moi une compétence qui est celle de la lecture empathique et de l'interprétation émotionnelle et morale des gens. Et du coup, ça me permet d'être plus proche d'eux, ou en tout cas de fabriquer une entrée en relation qui va créer de l'humanité. Et du coup, au travers de ça, moi je travaillais avec des gosses au début. Alors quand je me retrouvais avec des vieux, je regardais les vieux ou les adultes que je trouvais vieux. J'avais 20 ans, donc un mec de mon âge, je le trouvais déjà vieux. Et en fait, quand je les voyais faire, je les voyais agir, mais en fait, je voyais l'enfant. Je voyais l'enfant qui était dedans, qui était caché. Et quand je vois l'enfant, quand je vous regarde, mais je sais que derrière, il y a un enfant, parce que quand on est enfant, on ne sait pas. Mais quand on est adulte, après, on sait qu'on a tous été enfants. Les enfants, ils ne savent pas qu'on a été adulte. Moi, mes enfants, ils croient que j'ai toujours été papa, ils ne savent pas que j'ai été enfant. Ils s'en doutent, mais ils ont du mal à se le représenter. Et puis en grandissant, on le sait qu'on a été enfant nous-mêmes. Et puis d'aller regarder l'enfant qui se cache derrière les yeux, vous savez, la petite touche de lumière qu'il y a dans les yeux de chacun, c'est l'enfant qui parle, qui cherche à crier derrière, qui veut dire quelque chose. Et moi, ça, le fait de voir l'enfant chez les gens, ça m'empêche d'être méchant déjà. Voilà, parce que je ne peux pas être méchant avec un enfant, c'est pas possible. Et comme dans chacun d'entre vous, il y a un enfant, ça m'empêche d'être méchant avec vous. Ouais, déjà, ça fait un bon truc, ça bloque bien le truc. Et puis un enfant, on a envie de l'aider, on a envie de lui venir en aide.
Alors bêtement, ça me donne aussi envie de venir en aide aux gens, tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est très cohérent en fait. Hein. Et d'ailleurs, tiens, je vais citer Groucho Marx qui a dit dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Et j'interroge les plus anciens de la salle qui doivent commencer à se poser la question. Et puis quand je vais voir la grand-mère de ma femme qui a 88 ans, elle me dit, je me demande ce qui s'est passé, effectivement. Alors moi, j'ai créé une petite extension, hein, j'ai un peu surfé sur le truc, et je me suis dit, si dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé, dans chaque adulte, il y a aussi un enfant qui se demande ce qui s'est passé. Et moi, j'ai mis longtemps à me poser cette question, moi-même, Louis l'enfant, dans ce corps d'adulte, à me demander ce qui s'était passé. Et je continue de me poser la question. Donc voilà, et c'est ma conception des termes qui s'est précisée aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai changé mon vocabulaire pour ne plus parler de reconnaissance dans mon métier. On disait toujours, il faut de la reconnaissance pour les jeunes, il faut mener des actions pour qu'ils soient reconnus par la population. Et moi, je disais, mais les jeunes, ils s'en foutent d'être reconnus. Ils ne veulent pas être reconnus, ils veulent être considérés. Pour moi, c'est de la bienveillance sincère dénuée de jugement. Voilà, la considération, c'est je te prends tel que tu es et je t'accepte comme ça. Voilà. Et je te considère et je t'apporte une valeur parce que tu y as droit, comme tout le monde. Et c'est mieux que la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, il faut la gagner. Faut démontrer, il faut faire des preuves. Seulement, on n'est pas toujours tous capables de les faire, ces preuves. Est-ce que pour autant, on n'a pas le droit d'être considéré? Je vous laisse trouver la question. Donc, c'est aussi, deuxième truc Toltec, là, c'est quoi? C'est un accord Toltec, j'aurais dû le marquer. C'est changer son échelle de valeur. Je vous disais tout à l'heure, c'était modifier son regard, hein, changer son regard sur les choses, mais c'est aussi changer son échelle de valeur. Voilà, commencer à donner une autre valeur aux gens qui n'est pas celle de ce qu'on leur accorde, mais de ce qu'ils sont naturellement. Comme je vous disais, la considération, elle est liée à la singularité et à la validation d'une complémentarité possible. Je te considère car tu es singulier. La reconnaissance, elle est liée à la différence et à la validation d'une appartenance admise. Dans une société où nous sommes singuliers, nous existons par complémentarité et pour nos distinctions. Dans une société où nous sommes différents, nous existons par assimilation et pour nos ressemblances. Moi, j'ai choisi le monde dans lequel je voulais vivre, et en tout cas celui dans lequel j'avais envie de me battre. Mais pour que tout ça puisse avoir lieu, il y a quand même quelques prérequis. Et pour qu'il y ait de la considération, je me suis posé la question de quels étaient les ingrédients qu'il fallait mettre à l'intérieur. Et à mon sens, il faut qu'il y ait déjà de ma part, de votre part, de celle qui en fait le pari, ou de celui qui en fait le pari, de la sincérité. La sincérité, elle est de nature non verbale et subtile. Nous savons capter l'hypocrisie. Hein, quand quelqu'un est hypocrite devant nous, nous captons cette hypocrisie. On se dit, il se fout de ma gueule, lui, il est en train de me prendre pour un con. Et bien, si on est capable de capter l'hypocrisie, à mon avis, on est tout aussi capable de capter la sincérité. Vous voyez? Et donc, si on capte cette sincérité, pour qu'on puisse capter cette sincérité, j'ai listé, il y en a un paquet, quelques notions, quelques ingrédients. Le premier, c'est l'empathie. C'est admettre et se prêter à ressentir l'état émotionnel de l'autre, je vous en ai parlé. C'est la bienveillance, affirmer une position non agressive et pacifique. C'est mettre du respect, poser la nature du contrat relationnel. Nous allons nous rencontrer dans le respect. Il faut mettre de la confiance, se l'accorder à soi, se l'accorder à l'autre, se l'accorder à la rencontre et se l'accorder à la peut-être jolie histoire qui naîtra de cette rencontre. Il faut également de l'indulgence, ne pas porter de jugement. Qui suis-je pour porter un jugement? Est-ce que je suis meilleur que quelqu'un d'autre pour porter du jugement? Je ne suis pas sûr. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas la prétention d'être meilleur que les autres et encore moins de les juger parce que je n'aimerais pas qu'on me juge. Si je juge, je dois m'attendre à être jugé aussi. Hein. Il faut mettre de la croyance parce que la croyance, c'est miser sur l'idée que vous vous engagez sur le bon chemin. Et ça, il faut croire en soi. Il faut croire en l'idée que le chemin, c'est le bon. Et aller vers l'autre, il faut y mettre de la croyance. Parce que, bon, généralement, on est plutôt méfiant des autres que d'y aller. Voilà, et quand on y va trop aisément, on dit « Oh là là, celui-là, il est un peu foufou ».
Il faut effectivement de la croyance, il faut de la conviction aussi. La conviction, c'est quand vous attachez à la réussite, vous attachez à la réussite de votre entreprise relationnelle. C'est croire en l'idée que la rencontre sera belle, mais croire en l'idée aussi que c'est la bonne chose à faire. Et se battre pour ça, et conserver cette force en soi, que c'est le bon chemin à prendre. Il faut de l'optimisme, c'est le fait d'accorder de fait une conclusion positive à votre démarche. Je vais rencontrer l'autre parce que je suis persuadé qu'au bout, il va se passer une belle histoire. Voilà, misons sur l'idée que les belles rencontres fabriquent de jolies histoires. Et si déjà je pars sur l'idée que ça va avoir lieu, je suis déjà gagnant parce que l'autre, je vais l'aspirer dans mon jeu. Il faut de la volonté, c'est faire preuve de détermination dans son entreprise. Vous allez être face à des gens qui parfois n'ont pas acquis cette réflexion-là ou qui n'ont pas été engagés sur ce chemin-là. Et il faudra avoir de la confiance aussi pour eux. Et il faudra faire preuve de courage parce que ce n'est pas toujours facile de le faire. Mais même quand c'est difficile, ça mérite d'être fait. Il faut de l'abnégation. C'est accepter d'agir d'abord au bénéfice de l'autre si cela doit constituer un préalable à la rencontre. Voilà, je commence d'abord par faire le don de quelque chose et puis ensuite on voit ce que ça donne. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de faire le don de quelque chose, effectivement. Il faut de l'altruisme, agir sans compter et sans compter sur un quelconque retour sur investissement. Voilà. On peut imaginer de rencontrer les gens en ayant envie d'en récupérer quelque chose. Moi, j'aime bien cette idée d'altruisme. Commençons par nous donner des choses. Et puis, quand on commence par donner, on a plus de chances d'être considéré soi-même et puis que ça matche, en fait, tout simplement. Et puis, il faut de la générosité. C'est admettre que donner, c'est aussi recevoir. Et qu'en donnant, il y a des chances que l'autre y mette aussi au paquet et qu'ensemble, on avance, quoi. OK ? Donc voilà, donc pour moi, ça, c'est des choses importantes parce que, effectivement, la question de la sincérité, au-delà d'être une valeur, c'est aussi une façon d'être. Et pour moi, c'est quelque chose qui me permet de me regarder droit. Voilà, d'être, vous savez, le matin, quand on se regarde, qu'on peut se regarder droit dans les yeux, dans le miroir, et qu'on se dit, c'est bon, je ne suis pas en train de faire de la merde, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est de me dire que je suis en train d'abîmer des gens, par exemple. Ça me poserait un vrai problème. Surtout que du coup, je me porte auprès des gens, donc il faut que je fasse gaffe. Je vais du coup maintenant enchaîner sur la deuxième partie, qui est sur la troisième partie, qui est celle de mes détracteurs, les cyniques, les sceptiques et autres défaitistes plus ou moins inspirés. Et là, je vais parler en tant que chercheur de sens en joie de vivre. Alors pourquoi un chercheur de sens en joie de vivre ? Tout simplement parce que pour l'atteindre, il faut essayer de le comprendre, il faut fabriquer du sens. Se questionner, c'est chercher. Chercher, c'est se trouver. Trouver, c'est découvrir. Découvrir, c'est apprendre. Apprendre, c'est comprendre. Comprendre, c'est grandir. Donc du coup, contre les maldisants et les vilains penseurs, j'expose moi la pensée complexe et positive. Donc la pensée complexe et positive, elle est complexe par les appuis dont elle dispose pour étayer ses théories. Et ça, c'est les lectures que j'ai entreprises, les influences, les références dont je me suis nourri et qui m'ont permis de fabriquer cette pensée qu'aujourd'hui je défends devant vous. Et positive tout simplement par la nature du projet que je défends, qui est celle d'une nouvelle possibilité d'entrer en relation et de fabriquer son propre bonheur au travers de cette richesse qu'on accumule en allant vers les autres. La quatrième notion dans la liste que je vous ai nommée au départ, c'est la confiance. C'est ce sentiment d'appartenance. C'est ce qui, moi, m'a aidé à fabriquer le personnage que je suis aujourd'hui. C'est au travers des lectures, je me suis rendu compte que ce que moi, j'avais comme idée, qui était celle qu'il y avait cette notion de bonheur, cette recherche du bonheur, cette façon de voir le monde. Et quand j'avais 17 ans, j'avais l'impression que j'étais tout seul à la voir comme ça. Et puis, en fait, je me suis mis à lire des bouquins. Je me suis mis à regarder des choses et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une idée qui était nourrie depuis bien avant moi. J'ai aussi un jour découvert des lectures sur le bonheur et je remercie Baruch Spinoza, un écrivain du XVIe siècle, donc juste avant l'époque des Lumières, qui lui aussi, dans une époque post-médiévale, s'est interrogé. Je vous laisse imaginer ce qu'était la valeur des hommes à l'époque.
s'est interrogé aussi et a développé toute une pensée à la fois théologique et philosophique sur la question de la recherche du bonheur et des conditions du bonheur. Dans mon métier, j'ai aussi découvert des sociologues comme Piaget, Jean Piaget ou Henri Vallon, qui ont développé, eux, un concept qui s'appelle le socioconstructivisme. Et eux, ils ont défini en fait une façon d'apprendre différente de celle qui était plus admise jusque-là. Et le socioconstructivisme, en fait, mise sur l'idée que les savoirs et les connaissances s'acquièrent beaucoup mieux lorsqu'on les partage et qu'on les interroge collectivement. Ça naît de la richesse de l'intelligence collective. Et puis plus récemment, j'ai découvert des mecs un peu plus jeunes qui pareil, s'interrogent sur plein de choses. Et un chercheur extrêmement talentueux qui s'appelle Idriss Aberkan, qui est un neuroscientifique, il a développé un concept qui s'appelle l'économie de la connaissance. Et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il a fait sur Internet. Il y a des conférences qui parlent de ça. C'est absolument fabuleux. Lui, il fait le pari que, en fait, la connaissance ou l'intelligence, mais comme le bonheur, sont des énergies, non pas fossiles à durée limitée, mais des énergies infinies. Et pour ça, il prend l'exemple que je vais reprendre, qui est le suivant. Il dit, vous avez deux personnes. La première personne, elle a 1 kilo de riz. La deuxième personne, elle a 1 kilo de riz. La première personne, elle donne son kilo de riz au deuxième. Ben, le deuxième, il a 2 kilos de riz, mais lui, il a plus de kilos de riz. D'accord ? Et donc là, on est limité dans la répartition des richesses. Maintenant, si on met de la connaissance ou de l'intelligence, on a deux personnes, j'ai de l'intelligence, il a de l'intelligence, j'ai 1 kilo de connaissance, il a 1 kilo de connaissance. Je lui donne mon kilo de connaissance. Il a 2 kilos de connaissance. Mais moi, j'ai gardé mon kilo de connaissance. Vous voyez la différence ? Et en plus, de son kilo de connaissance et de mon kilo de connaissance va naître un 3e kilo de connaissance qui va être l'addition de nos connaissances conjuguées qui va produire une nouvelle découverte qui va devenir un savoir supplémentaire. Et bien, le bonheur, c'est la même chose. En tout cas, la présence positive, la présence heureuse, comme je l'appelle, elle a cette même faculté, c'est qu'elle est infinie. À partir du moment où vous allez partager cet état avec quelqu'un, si ce quelqu'un se saisit aussi de cet état, si vous êtes capable de lui transmettre, eh bien vous ne perdrez pas votre présence heureuse. Mais par contre, on aura deux personnes en présence heureuse. Et donc, je suis persuadé que c'est une force qui peut se décupler à l'infini. Et puis, il y a aussi un économiste très célèbre qui travaille pour de nombreux gouvernements, qui s'appelle Jeremy Rifkin. C'est un des plus grands conseillers en matière d'économie et de politique mondiale sur les questions de transformation sociale, environnementale et sociale au niveau planétaire. Il conseille aujourd'hui l'Union européenne, l'Allemagne ou le Canada sur des questions justement de développement et de grands enjeux pour l'avenir. Ce que j'ai trouvé fabuleux dans son discours et dans sa théorie, c'est qu'il a été un des plus récents penseurs que j'ai entendu m'offrir la plus jolie promesse d'avenir que j'avais entendue depuis longtemps. Aujourd'hui, le monde il est anxiogène. C'est difficile de s'imaginer un avenir glorieux, un avenir positif pour nos enfants, pour la suite. Et ce mec-là, en fait, il a présenté une thèse qui s'appelle la 3e révolution industrielle. Et lui, il mise sur le fait que, justement, si on est capable d'organiser cette 3e révolution industrielle comme elle a pu avoir lieu dans cette première révolution qui a été celle du début du siècle dernier avec l'industrie, puis ensuite cette deuxième révolution qui a été celle, on est passé du charbon au pétrole, on est passé du télégraphe à la télévision, et puis maintenant on est en train de passer aux énergies renouvelables, on passe à l'Internet, au numérique, et lui, il mise sur l'idée que grâce à ces outils-là, on va réussir à fabriquer un joli monde, et qu'il y a de jolies promesses derrière. Et moi, je travaille souvent avec des jeunes adultes, et j'ai été absolument interloqué, scandalisé par l'incapacité de ces jeunes à fabriquer de l'avenir positif, à se projeter dans l'avenir comme mettant quelque chose de possible et d'heureux, quoi. Voilà, tout simplement. Et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible de s'engager dans la vie sans avoir l'espoir que les choses puissent aller mieux. Et ce mec-là, faut l'écouter. Parce que cette 3e révolution industrielle, je vous jure, allez écouter ce que c'est.
Et vous allez sortir, vous allez avoir une patate d'enfer. Parce que vous allez vous dire, mais en fait, c'est possible. Il y a moyen de faire quelque chose. Et les outils qui existent aujourd'hui, qui sont en train d'émerger, si on n'est pas trop mauvais, ils ne vont pas travailler contre nous, ils vont travailler pour nous. Donc ça, voilà, c'est quelques-unes des clés qui ont nourri ma pensée et qui ont aussi permis de nourrir mon discours, parce que pouvant l'appuyer sur des personnages qui avaient réfléchi et qui sont autrement plus crédibles que moi à porter une vérité, moi je ne fais que la passer, hein, comme je disais tout à l'heure, et ben en tout cas, ça a permis d'étayer mon discours et de faire en sorte que je puisse défendre mes positions tout simplement et défendre le projet que j'ai décidé de mettre en place. Et du coup, ça a fait grandir chez moi, pardon. Je vous parlais de la confiance. Et puis maintenant, je vais aborder le 5e mot que j'ai nommé en début de conférence, c'est la conviction. La conviction pour soi et en direction des autres. Et là, je vais parler d'un mec qui s'appelle Noam Chomsky, qui était un sociologue et qui a travaillé sur les questions de propagande. Et qui expliquait qu'en fait, il suffisait de modifier le vocabulaire de l'opinion publique pour que ça modifie sa façon de penser les problématiques sociétales. Alors lui, il a fait ces théories-là dans les années 1920, 1930, et il a été un de ceux qui ont le mieux expliqué comment arriver à faire de la propagande de masse au service du capitalisme. Et il a fabriqué des recettes qui ont ensuite été mises en œuvre et qui font le monde d'aujourd'hui et notre capacité à réfléchir. Je vais prendre en exemple un autre personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Franck Lepage, peut-être certains le connaissent. Et Franck Lepage, dans une de ses conférences gesticulées, nous explique, en prenant un exemple qui va parler à tout le monde, comment on a pu modifier la capacité des gens à penser. C'est en relation, vous savez, au début, j'ai dit, j'ai changé mes mots pour penser différemment ma vie. Et bien lui, il nous explique exactement ça, en prenant l'exemple des pauvres du début du XXe siècle, hein, des pauvres, des ouvriers, des mineurs qui travaillaient dans cette industrie florissante qui était en train d'émerger, où il fallait de la main-d'œuvre. Et donc là, à l'époque des revendications sociales, on les appelait les exploités. On disait, il faut défendre les exploités. Alors là, les exploités, c'était facile de les défendre, puisque s'il y a des exploités, il y a des exploiteurs. Donc là, on trouve le coupable facilement. On sait vers qui tourner son combat. Seulement, le pouvoir, il s'est dit, oh là là, les exploités, le problème, c'est qu'ils viennent un peu trop rapidement nous chercher des noises. Alors, ils se sont dit, puis entre-temps, il y avait des mecs comme Noam Chomsky qui avaient bien écrit les recettes, ils se sont dit, on va changer les mots. On ne va plus les appeler les exploités. On va les appeler les défavorisés. Parce que du coup, là, c'est juste qu'ils n'ont pas eu de chance. C'est plus la faute à personne. Ils n'ont pas eu la faveur des dieux. Ils sont défavorisés. Voilà. Et puis, il n'y a pas de défavoriseur ou de défavorisateur. Ça n'existe pas. Et donc là, on ne sait plus où est le coupable. Et donc voilà, donc les défavorisés, et là, du coup, c'est juste qu'ils n'ont pas de chance. Il y en a, ils ont de la chance, puis il y a les défavorisés. Puis comme ça n'allait pas assez loin encore, parce que les défavorisés, du coup, on avait de l'empathie pour eux, on se disait les pauvres. Alors le problème, c'est que du coup, on continuait quand même de se battre, on ne savait plus trop contre qui, mais on continuait à mener des actions. Puis là, le truc, il a continué, ils ont dit, ouais, mais même défavorisés. Et puis alors, ça, c'est l'arrivée dans le 2e millénaire, hein, on s'est mis à les appeler les assistés. Voilà. Alors maintenant que c'est des assistés, maintenant, en plus, c'est leur faute. Voilà. Donc comme ça, là où il y a un siècle, on se battait pour eux pour les défendre, aujourd'hui, on leur tape du sucre sur le dos en leur disant « Ah, c'est à cause de vous, nanana !» Voilà. Comme quoi, les mots, c'est important. Et si on n'a pas les mots pour penser sa vie correctement, on la pense avec ce qu'on a et ce dont on dispose et ce qu'on veut bien nous laisser. Alors moi, je vous le dis, il faut reprendre le pouvoir sur sa pensée. C'est le 3e accord Toltec, Louis Boissonnet. Voilà. C'est effectivement de reprendre le pouvoir sur sa pensée. Et reprendre le pouvoir sur sa pensée, c'est déjà remettre des mots justes sur les choses qu'on souhaite regarder ou sur lesquelles on souhaite réfléchir. Et du coup, le bonheur, ça ne s'espère pas, ça se décrète et ça s'active. C'est comme cette histoire de pensée. C'est un moment, je dois être acteur des choses. Et non, je ne penserai pas avec les mots que vous me donnez, je penserai avec les mots que je veux pour développer ma propre pensée. Donc pour moi,
je continue d'utiliser le mot les exploiter. Je pense que ça continue de résonner même dans le monde d'aujourd'hui. Alors, il y a des opposants au bonheur, effectivement. Hein. Il en existe. Hein. Vous savez, il y a des phrases toutes faites, hein, genre qu'on pourrait me dire ce soir, hein, du type ton discours est facile, regarde ta situation, tu es là, tu fais la conférence, hein, tu nous parles de tout ça, très facile. Moi, je dirais, bah ouais, mais j'en suis l'acteur et le principal producteur. C'est-à-dire que si je me trouve là, c'est pas par hasard, c'est pas parce que je l'ai attendu, c'est parce que je l'ai provoqué. C'est parce que chaque jour de ma vie est un pari sur le lendemain et que progressivement, ça me permet d'être ici. Deuxième exemple, alors les utopistes gauchos humanistes, ça sauvera pas le monde. Hein. Et du coup, je répondrais, ouais, peut-être les pessimistes déprimés en mal d'amour, ils le feront peut-être eux de changer le monde. Hein. Donc voilà. Troisième exemple hein, qu'on pourrait me sortir ce soir ou après la conférence, toi, tu vis vraiment dans le monde des bisounours. Hein. Et ben là, je répondrais, ouais, c'est vrai que je vis dans le monde des bisounours quelque part. Mais si je vis dans le monde des bisounours, c'est tout simplement parce que ici, en France, c'est encore possible, même si je néglige pas ce qui se passe ailleurs. Qu'en Iran, en Irak, en Libye, aujourd'hui, ils aient du mal, je comprends. Mais si dans une société comme la nôtre, nous, on n'est pas capable de défendre un projet bisounours, alors qui le fera? Donc moi, j'assume de vivre dans un monde de bisounours. Et j'invite tout le monde à se battre pour la bisounourserie. Dernier exemple que je prendrai, facile à dire, tu sais pas ce que j'ai vécu. Hein, toi, tu parles du bonheur, tu es là, tu es bien heureux, mais tu sais pas ce que j'ai vécu. Et ben là, je peux plus vous le dire à vous maintenant, mais c'est ce que je répondrai à celui-là. Toi non plus, et pourtant, voilà. Hein, toi non plus, tu sais pas ce que j'ai vécu, et pourtant, je le fais quand même. Voilà. Donc, à un moment donné, effectivement, on les a, ces détracteurs. Moi, ils m'empêchent pas d'avancer. Ils m'empêchent pas d'avancer parce que je suis persuadé comme un espèce de prophète qu'en distribuant ma bonne parole, les gens, déjà, ça va les interroger. Voilà, ça va les interroger. Et si je peux susciter ne serait-ce qu'un grain de réflexion dans la tête de ces gens qui disent « Mais pourquoi il arrive à être comme ça, lui, alors qu'il croit aux bisounours ?» si déjà ils engagent la réflexion, c'est que déjà j'ai gagné le combat. Et donc, je voulais conclure, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi ta théorie? La théorie, c'est l'économie du bonheur appliquée à l'économie de la connaissance. 1 kilo de bonheur plus 1 kilo de bonheur, ça fait 3 kilos de bonheur. Un pour toi, un pour moi, et celui qu'on partage. Alors du coup, pour ça, sur la base de sa confiance et de sa conviction, il faut rester du côté de la force. Ça, c'est important, hein, ne pas tomber dans le côté obscur de la force. Et pour ça, je vais prendre en référence une petite sortie cinématographique que je suis allé faire avec mon fils pendant les vacances. On est allé voir le dernier film de Star Wars. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que comme la force, le bonheur, c'est comme la force dans Star Wars, c'est une force d'entraînement. Normalement, on dit le côté obscur de la force, il est destructeur. Il amène au néant, au chaos. Eh bien, le bonheur, il amène exactement au contraire. La deuxième chose, c'est que le fait d'être du bon côté de la force, c'est contagieux et c'est fédérateur. Et ouais, parce que comme dans Star Wars, il y a toujours un padawan pour venir apprendre les enseignements du Jedi. Et tant qu'il y aura des padawans, on pourra continuer d'y croire. Et puis, comme ils le disent dans le dernier film, nous sommes plus nombreux que nous le soupçonnons. Et ça, c'est une réalité aussi. C'est qu'à combattre pour son propre bonheur, on a souvent tendance à croire qu'on est un peu seul à essayer de générer ça autour de soi. Moi, je suis persuadé d'une chose, je l'ai découvert quand je suis devenu animateur, c'est que mon action, en fait, elle vaut rien, mais elle vaut quelque chose parce qu'elle est une goutte d'eau au milieu de l'océan des initiatives qui ont lieu partout à travers le monde et qui permettent que, heureusement, l'équilibre reste maintenu. Donc, ne cherchez pas à convaincre, incarner et inspirer les autres. Du coup, les bénéfices réciproques et collatéraux de la présence heureuse, donc je parle en tant qu'acteur en terrain varié. Et là, j'ai envie de vous dire que la vie est un jeu. Faire de l'inconnu une surprise, un joli cadeau, c'est prendre les paris. Effectivement, il faut à un moment se lancer dans la vie avec joie. Et l'altruisme, c'est du don sans certitude, du retour sans investissement.
Vous voyez, l'altruisme, on donne aux gens et puis on n'attend rien. Parce que sinon, ça s'appelle du business. Hein. La première condition à l'altruisme, c'est de se dire que j'ai plus à gagner qu'à perdre. Joueur, mais pas idiot. Je sais qu'en jouant, je peux perdre, mais je sais que si je m'y prends bien, j'ai plus à gagner. La citation de Nelson Mandela, « Quand je joue, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Alors, autant y aller. Deuxième condition, ce que j'ai à donner est une jolie promesse. J'en suis persuadé. C'est ce que je fais dans mon boulot. J'ai démarré cette école d'impro il y a 2 ans, en me disant il y a bien 20 personnes qui voudront faire de l'impro. On est 105 aujourd'hui. Donc en misant sur l'idée que ce que j'ai à proposer est une jolie promesse et que c'est un cadeau, alors les gens peuvent y croire. Et du coup, citation de Acrylique, misons sur l'idée que la rencontre sera belle et nous écrirons une jolie histoire. Et enfin, troisième condition, il y en a sûrement d'autres, je n'ai pas peur d'essayer, je vais faire le premier pas. Pour conclure cette partie-là, fabriquer son bonheur, c'est se mettre en condition d'offrir du bon pour recevoir le meilleur. Celui que les gens savent rendre et qui fabrique le bonheur. Il faut aussi être persuadé que, comme le projet est beau, les gens vont adhérer. Partir à la recherche de son bonheur, c'est un acte de résistance, et c'est le 7e terme que je voulais aborder. Oui, partir à la recherche de son bonheur, c'est un acte de résistance. Je vous l'ai dit, il y a des pessimistes, il y a des défaitistes, il y a des gens qui luttent contre cette idée, et il faut faire acte de résistance. Il faut faire acte de résistance dans l'effort et sur la durée, face à l'adversité et aux opposants, face à l'impermanence et au temps qui passe et au temps qui s'enchaîne, les différentes périodes. Donc, malgré les difficultés de la vie, et on en rencontre tous, eh bien, il faut continuer de croire en l'idée que derrière, il y a quelque chose qui doit être sauvé, qui s'appelle le bonheur. Et puis, il faut être aussi dans la résistance dans les actes, par sa cohérence, dans sa continuité dans sa vie personnelle et professionnelle. Il faut être aussi résistant dans sa ligne de conduite et dans son axe de pensée. Les gens ou les événements nous amènent parfois à un petit peu sortir de ce rail. Et c'est là qu'il faut faire preuve de résistance. Ouais, il y a des trucs merdiques qui m'arrivent dans la vie. Ouais, il y a des choses qui me donnent envie de tout foutre en l'air. Mais je dois continuer de me battre. Je dois résister. Moi, je résiste aussi pour mes enfants, pour demain, tout simplement. Et puis, il faut aussi, dans les actes, toujours rester dans ce cadre d'éthique et de déontologie pour rester droit dans ses bottes. Voilà. Alors, l'éthique, elle est personnelle. Déontologique, elle s'applique plutôt à l'espace professionnel. Mais en tout cas, conserver cette cohérence et faire en sorte que, voilà, on arrive à véhiculer son propre projet et à le diffuser aux autres. Alors du coup, moi, j'ai un petit outil pour ça. Ça s'appelle les attentats bonheur. Je fais des attentats bonheur. Voilà, parce que comme je suis un résistant, je fais des attentats, c'est normal. Je fais des pièges et tout ça pour bloquer les méchants. Je fais des trucs comme ça. Et du coup, mon arme à moi de mes attentats bonheur, ça s'appelle la bulle. C'est pour ça qu'il y a plein de petites bulles partout. Parce que la bulle, en fait, c'est l'espace. Vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est cet espace que j'ai fabriqué il y a 20 ans pour les enfants, où le mercredi, je voulais juste qu'ils puissent un peu s'échapper de leurs problèmes. Et puis, en fait, cette bulle, moi, je la fais éclater partout. Et je la fais éclater partout pour plusieurs raisons. Et c'est vraiment mon arme, parce que j'en suis vraiment le détenteur. Et je peux l'appliquer dans le boulot comme dans la vie. Et elle me garantit des choses. La première chose qu'elle me garantit, c'est que déjà, je vais être l'initiateur de temps de vie partagés. Je vais pouvoir provoquer des temps de vie avec des gens. Je vais en même temps être garant de ces espaces et je vais les maîtriser parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais en être maître de ces espaces parce que comme je suis le Dieu tout-puissant de mon univers et que c'est ma bulle, c'est aussi mon contrat que je mets dedans. C'est ce que moi, je veux de la relation aux autres. Et donc, du coup, je suis le garant des règles et des lois de ma propre bulle. Alors, je suis le maître, pouvoir, je suis le garant, responsabilité. C'est pas tout de vouloir être le maître, il faut aussi être le garant. Ce que j'en retire,
Avec les amis, c'est de la qualité de vie, des souvenirs inscrits, des amitiés durables et unies. Et dans mon métier, c'est de l'accomplissement, de la gratitude, du sens à mon action, je vous le disais tout à l'heure, et puis de la force d'agir, ce truc qui nourrit la conviction et qui permet d'avancer. Et ce que j'en ai compris en manipulant la bulle, c'est que les gens, ils aspirent au bonheur. Les gens, ils sont reconnaissants des espaces qu'on peut leur laisser pour entrer dans la bulle, la mienne ou celle ou d'autres, c'est pas le problème. Et puis les gens, ils comprennent vite et il faut leur faire confiance. Du coup, n'hésitez pas à imposer vos règles et puis que qui vous aime vous suive. Et du coup, on arrive au dernier point qui est quand même un petit peu aussi l'objet de la démonstration des garçons tout à l'heure, c'est la relation qu'on fait avec le théâtre d'impro. Alors là, je vous parle maintenant en tant que comédien addict et frénétique du théâtre d'improvisation. Ma recherche du bonheur n'est ni une quête solitaire, ni une entreprise individuelle. Déjà, je suis trop un être social pour ça. Je ne pourrais pas vivre tout seul, paumé dans une montagne. Je crois que je serais trop malheureux. Alors, j'adore la montagne, mais j'aime pas être malheureux. Et du coup, la relation avec la pratique du théâtre d'impro chez Acrylique, alors je dis chez Acrylique parce que tout simplement, je ne sais pas comment c'est véhiculé dans les autres groupes d'improvisation, dans les autres écoles d'impro. Parce que l'impro, ça peut aussi être de la compète et savoir qui est le meilleur comédien. En tout cas, chez nous, on mise ça sur autre chose. La première chose, c'est faire le pari d'une autre société, d'un autre contrat de société, d'une autre possibilité de vivre ensemble. Et ça, c'est la bulle Acrylique Impro. C'est un espace protégé et protecteur, où d'autres réalités sont possibles, où enfin, on peut être qui on veut et être soi, traverser des personnages, s'amuser à être autre chose, redevenir un gosse, s'amuser, et exister sans peur et sans crainte. C'est aussi l'idée de poser des nouvelles règles et des nouvelles lois, un contrat qui redistribue les cartes. Moi, je le vois dans mes cercles d'amitié ou dans ce qui se passe dans la bulle, c'est qu'en fait, le fait de poser des nouvelles règles dans la façon qu'on va avoir d'interagir les uns avec les autres nous permet aussi de réaliser des choses que nous ne pourrions pas faire à l'extérieur. Et en impro, il y a 7 grands piliers qui sont vraiment, c'est vraiment les bases premières de l'impro. Sans ça, la rencontre ne peut pas avoir lieu. La première, c'est la bienveillance. Les comédiens se la doivent sur scène entre eux. Parce que tout simplement, si déjà je ne suis pas dans la bienveillance avec le partenaire qui arrive, si je ne lui veux pas du bien, alors il a de quoi craindre mon intervention. En impro, ce n'est pas possible. On est dans le lâcher-prise, on se jette dans le vide. Si on n'a pas cette base-là, déjà, ça ne marche pas. Il y a le respect, il y a l'écoute, cette capacité à se mettre en écoute active. Il y a l'acceptation, c'est un truc fondamental dans le théâtre d'impro. Et c'est une des grandes clés aussi de cette possibilité de fabriquer de la rencontre positive, c'est tout simplement de miser sur le fait qu'en disant oui, il se produira plus de belles histoires qu'en se disant non. L'exemple, il est très simple. Si je dis ah, viens, on va sur la montagne, et l'autre me dit ah non, j'ai pas trop envie. Ah bah je sais pas, alors viens, on va se baigner. Ah non, elle est froide. Bon, ben je sais pas, on fait une partie de cartes. Oh, elles sont pas bien tes cartes. Bon, mais en fait, on raconte pas d'histoire, on fait que se dire non. Alors que si je lui dis viens, on monte sur la montagne, il me dit ouais, super, même on va y aller en tractopelle. Et ben hop, ça y est, on est sur un tractopelle. Et hop, et on avance comme ça. Parce que c'est la folie créative aussi. Mais en tout cas, en se disant oui, on mise plus sur la capacité d'avancer ensemble. Et puis après, c'est la coopération, c'est être capable de travailler ensemble pour le meilleur, et parfois pour le rire. C'est l'énergie au service de la créativité. Le théâtre d'impro, c'est aussi un laboratoire extraordinaire d'expérimentation sociale, comme vous l'avez compris, parce qu'en fait, c'est un mini-laboratoire dans lequel on peut reconsidérer ce qui fait la relation. Il est formidable parce que c'est un espace de liberté d'expression, où les échanges sont foisonnants, où les rencontres sont improbables. C'est un espace où on apprend à dépasser ses peurs parce qu'on a le soutien et le renfort du collectif. Vous savez, c'est lié à la bienveillance, parce qu'on se veut du bien et puis parce qu'il faut en avoir un peu quand même pour aller se mettre en danger. Donc, comme ils savent tous que ça fait peur et que parfois ça peut être dangereux, du coup, on se soutient les uns les autres, quoi. Donc, forcément, ça fabrique beaucoup de renfort et de réconfort. Et puis le théâtre d'improvisation, c'est aussi un laboratoire extraordinaire pour ce qu'il apporte de liberté d'expression créative. Parce que le théâtre d'impro, c'est la créativité sans limite, c'est des échanges sans filtre, puisqu'on n'est plus les mêmes, on n'est plus soi, on est des personnages, on peut se dire des choses, on peut s'autoriser des choses que la vie ne nous permet pas. C'est des rencontres colorées,
c'est des histoires extraordinaires. C'est effectivement nourrir cet enfant de 8 ans et le laisser repartir comme Peter Pan le refait dans la scène que je vous ai décrite tout à l'heure et revient en possession de tout cet imaginaire. C'est le dépassement de soi, vous l'avez vu. C'est un moment sortir de sa zone de confort aussi pour aller plus loin. Et puis, c'est l'espace de la construction collective. Parce que l'impro, ça se vit ensemble, ça ne se vit pas tout seul. Voilà. Et le combo de ces deux choses, bah, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'impro, c'est la vie, c'est l'espace des possibles, c'est le moment du lâcher-prise, c'est là où les erreurs ne coûtent rien, c'est là où ça n'a pas de prise sur la vraie vie. Ce qui est formidable, c'est que comme on est dans un espace fictif, un espace d'imaginaire, eh bien tout ce qu'on entreprend en fait n'a pas de prise sur la vraie vie, ce qui nous permet forcément d'aller beaucoup plus loin dans notre liberté. Et puis c'est surtout et aussi un exutoire joyeux. Et comme je l'ai évoqué, c'est surtout du base jump. Alors base jump, adrénaline garantie. Le base jump, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les parachutistes, les mecs qui font du parachute, mais qui se jettent des falaises, vous savez, ou du haut des immeubles. Et tout le monde dit, mais il est jobard ce mec, il vient de sauter du belvédère. Et on voit les gars, comme ça, ils sautent, et tout le monde dit, et tac, le mec, il tire le truc. Et là, on dit, il est trop fort. Oh là, j'aimerais trop essayer un jour dans ma vie, c'est trop bien, mais j'ai peur, ça fait peur. Et bien l'impro, c'est pareil. Ce truc qui rend l'impro un peu folle et qui donne l'impression que c'est inatteignable, c'est juste parce qu'on est des tarés qui sautons dans le vide, mais qu'à la fin, on a ce parachute. C'est pour ça qu'ils osent le faire. C'est parce qu'ils savent qu'il y a un parachute, sinon ils ne le feraient pas. Mais alors, quelle adrénaline. Bon, voilà, j'arrive au bout de cette prise de parole. Donc du coup, le titre de la conférence, c'était « Improviser son bonheur », comment oser être soi, pourquoi grandir, c'est s'inventer, l'approche par l'improvisation. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la commande, ça, ce sera vous qui me le direz tout à l'heure quand on boira un coup. En tout cas, le bonheur, l'attendre ou le décréter, l'espérer ou le vouloir, le conditionner ou le prioriser, le générer ou le puiser, en être le spéculateur ou le producteur, en être le témoin ou l'auteur. Vous connaissez maintenant mes réponses. Alors, je finirai aussi en disant un mot sur le théâtre d'impro, qui est souvent le parent pauvre du théâtre, parce que nous, on est des clowns, en fait. On n'a pas de texte, on ne travaille pas, en vrai. Nous, on ne travaille pas, puisqu'on n'a pas répété. Mais nous, en fait, on ne répète pas des pièces apprises. Nous, on développe nos aptitudes naturelles de comédien, mais aussi au-delà de ça d'humain, ce qui, à mon sens, en fait aussi un art noble. Et donc, je me suis amusé comme ça à écrire quelques petites envolées lyriques et poétiques. Le comédien d'impro, c'est un funambule sur le fil de l'éloquence, un saltimbanque sur la piste aux histoires, un dompteur dans la cage de la cohérence au service du récit, un magicien de la grande illusion théâtrale. Et pour cela, il faut du culot. Mais qu'est-ce que ce serait la vie sans un peu de culot? Le bonheur, c'est une philosophie. Le bonheur est une philosophie et l'action assumée, concrète, déterminée, convaincue, inspirée et conduite par une conviction profonde. Devenez des funambules sur le fil de la communication, des saltimbanques sur la piste aux relations, des dompteurs dans la cage de la confiance, des magiciens de la grande aventure humaine, des prestidigitateurs de ces petits instants qui font tout. Alors, comme je vous l'ai dit au début, soyez les dieux et déesses de vos propres univers, construisez votre bonheur. Merci à tous.